Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast proposé par Sovea pour mieux comprendre les enjeux de l'écomodulation. Avec nous tout au long de cet épisode, François Deltour, directeur général de Sovea. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord, François Deltour, c'est quoi l'éco-conception et l'écomodulation exactement ? C'est deux termes très importants. L'éco-conception consiste à réduire l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie. Et l'écomodulation, je pense que tout le monde le connaît, c'est le bonus-malus, tout simplement. Et pourquoi on en parle aujourd'hui de l'écomodulation ? En premier lieu, c'est notre feuille de route avec le ministère de la Transition écologique pour l'ensemble de la filière de l'agrofourniture, que ce soit pour les phytos, les engrais, les semences, les produits d'hygiène et les plastiques agricoles, pour une mise en place en 2023. Donc, nous allons instaurer un système de bonus-malus pour inciter et orienter les industriels ou les metteurs en marché à travailler et à choisir des emballages éco-conçus. Comment vous faites, vous, chez Sovea, pour faciliter ce passage à l'éco-conception ? Nous travaillons depuis 2 ans avec l'ensemble des acteurs des fabricants d'emballages pour réduire l'impact sur l'environnement, donc limiter les volumes de plastique, mais améliorer aussi la recyclabilité et intégrer au maximum des produits recyclés dans les big bags de demain. Avec les industriels, Sovea a donc établi des critères de performance pour améliorer cette fameuse recyclabilité dont vous parlez, la recyclabilité des plastiques et leur circularité. Et vous travaillez notamment avec un acteur majeur du secteur, Adivalor. Pierre Delepinot en est le directeur général. Pour bien cerner le sujet, je suis allée à sa rencontre. Écoutez cette interview. Bonjour, Pierre Delepinot, je suis le directeur général d'Adivalor depuis sa création, qui remonte à 2001. Bonjour Pierre, je crois savoir que la filière agricole est assez exemplaire sur la collecte et le recyclage de ces emballages. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grands chiffres clés ? Oui, effectivement, depuis 2001, nous avons progressé de façon spectaculaire. Et en 2021, nous pouvions afficher 2 indicateurs clés. Un taux de collecte moyen de 77% des emballages et plastiques agricoles collectés et plus de 90% des emballages collectés sont recyclés. Ce qui est tout à fait remarquable si on compare à d'autres secteurs d'activité. J'ajouterais que pour la filière engrais, représentée par Sovea, la performance est encore supérieure puisque nous avons dépassé le cap des 90% de taux de collecte et que 99% des emballages collectés, big bag et bidons plastiques sont recyclés. On entend beaucoup parler de cette loi AGEC. De quoi il s'agit exactement ? La loi AGEC, c'est la loi de lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Elle a été promulguée en février 2020 et elle va être structurante pour la décennie en cours, sachant qu'elle fait consensus sur le plan politique. Cette loi, elle vise à quoi ? Elle vise à limiter les pollutions liées aux déchets, nous emmener vers un modèle d'économie circulaire, partant du constat que nous avons des ressources disponibles de façon limitée et que si nous voulons les faire durer, il faudra en consommer moins. Mais alors, quelles en sont les conséquences pour les agriculteurs et pour le secteur de l'agrofourniture, Pierre ? Les conséquences, comme pour les autres secteurs d'activité, c'est que les metteurs en marché des produits d'agrofourniture et l'ensemble des acteurs de la chaîne vont être incités à faire des choix de produits qui soient plus respectueux de l'environnement en matière de déchets et qui soient moins consommateurs de ressources. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc, on va assister à une évolution dans la conception des emballages dans les années qui viennent. La loi incitant à, si possible, réduire leur utilisation, notamment pour les emballages plastiques. Si possible, en réutiliser. Et, dans tous les cas, les recycler et utiliser les matières recyclées pour fabriquer de nouveaux emballages. Alors, ça prend tout son sens actuellement avec, dans un contexte de pénurie et de cours très élevés des matières premières.
Pierre Delepinot, la loi AGEC envisage la réduction des emballages plastiques à usage unique lorsqu'il existe des alternatives durables. Mais ma question est, existe-t-il vraiment des alternatives durables ? En matière agricole, les industriels ont déjà fait un gros effort dans la réduction des emballages plastiques. Réduction du poids, recours au vrac, qui s'est fortement développé sur un certain nombre de produits, et notamment dans le cas des engrais. Aujourd'hui, le constat que nous dressons avec les professionnels, c'est que quand il y a une nécessité d'utiliser un emballage, c'est une nécessité que je qualifierais d'essentielle. C'est un enjeu de sécurité au transport et au stockage, et c'est un enjeu de préservation des qualités du produit, notamment éviter une dégradation liée aux conditions de stockage, prise d'humidité ou que sais-je encore. Le recours au vrac pour les fournitures agricoles est-il justement une alternative durable et est-ce que vous l'appliquez ? On arrive aujourd'hui aussi à la limite du vrac. Les emballages, notamment si on prend le cas des big bags d'engrais, rendent des services à l'ensemble de la chaîne, facilitant le transport, mais également le stockage au niveau de l'exploitation. Donc les alternatives sont limitées. Il y a peut-être une piste à travailler sur des emballages qui soient réutilisables, réemployables, des emballages navettes. Plus important et plus réaliste nous semble être surtout de sécuriser et d'assurer que les emballages sont d'une part 100% recyclables et que ces emballages contiennent des pourcentages de plus en plus élevés de matières recyclées dans leur composition de façon à limiter la consommation de ressources. Et nous ambitionnons rapidement de dépasser un taux d'incorporation de 25% en moyenne sur les emballages plastiques utilisés en agrofourniture. On entend parler d'éco-contribution et d'éco-modulation, mais de quoi on parle en fait, Pierre ? Alors, il faut peut-être revenir sur les fondamentaux. Éco-contribution, éco-modulation, il s'agit d'une contribution financière prélevée au niveau du metteur en marché, donc qui est le fabricant ou l'importateur de produits, et qui a pour vocation donc à financer la gestion des emballages usagés. L'éco-contribution est calculée pour pouvoir couvrir les coûts de collecte et de traitement des emballages usagés. L'éco-modulation va avoir pour objet de faire varier le montant de cette éco-contribution sur des critères qui sont des critères d'éco-conception et notamment des critères de recyclabilité et de circularité des emballages. Vous avez parlé d'éco-conception des emballages. Quel serait pour vous l'emballage idéal à l'avenir ? Alors, si on se place du point de vue de la loi AGEC, l'emballage idéal, c'est qu'il n'y ait plus d'emballage. La priorité, c'est la réduction. Bon, ça nous paraît peu réaliste dans le contexte agricole et notamment dans le cas des engrais. Donc, dans un monde idéal, l'emballage sera un emballage 100% recyclable et fabriqué à 100% à partir de matières recyclées. C'est un défi technologique colossal. Il n'empêche que on sait déjà que d'ici 5 ans, on aura des taux d'incorporation qui seront d'au moins 25% et qui, dans certains cas, atteindront 50% de matières plastiques recyclées. Pierre Delepinot, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Adivalor. Merci encore d'avoir été avec nous. Alors on comprend bien grâce à Pierre que les enjeux réglementaires deviennent de plus en plus incontournables. Vous arrivez à suivre, vous François Deltour, et vous proposez quoi chez Sovea pour y faire face ? Eh bien, comme le disait Pierre à l'instant, vous avez vu que le taux de collecte était bon pour l'ensemble de la filière. Au niveau des engrais, il est même meilleur. Il dépasse les 90%. Et notre objectif, à terme, est de tendre vers 100% d'ici 2023. Il y aura des critères, est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Alors, il y a 3 critères. Les 3 critères ont tous un seuil de 10%. Ils sont cumulables ensemble. Les 2 premiers critères sont pour améliorer la recyclabilité des emballages vides avec un objectif demain de tendre vers 100%. Le premier critère de ce système, c'est un malus de 10% par rapport à tous les emballages en bimatériaux. Le deuxième critère, c'est l'élimination de tous les perturbateurs de recyclage. Au niveau des big bags, il y en a 2, les agrafes métalliques
et les raisons qui sont en polyamide. Et le troisième critère, qui lui vise à améliorer la circularité, c'est l'intégration de 25% de matières premières recyclées dans les big bags de demain. Et pour améliorer la circularité, cette fois, des emballages ? Alors, pour améliorer la circularité, nous avons fixé un objectif d'intégration de matières premières recyclées à hauteur de 25%, qui donnera un bonus de 10%. Alors les emballages, justement, on a voulu en savoir plus sur la fabrication de ces fameux big bags dont vous parlez. Pour ce faire, notre journaliste Julien Bigon est allé explorer les méthodes de fonctionnement de l'entreprise Tisa Textile, fournisseur d'emballages pour les solutions de logistique et de transport. Écoutez son reportage. Depuis 1975, Tisa Textile conçoit et fabrique des big bags, mais en près d'un demi-siècle, évidemment, les emballages ont changé. Matière, produits, normes, processus de fabrication, il a fallu évoluer avec son temps. Alors, comment ont-ils procédé chez Tisa ? On a posé la question à Antoine Pinon, directeur général de Tisa Textile. L'idée pour nous, c'était de pouvoir surfer en fait sur cette demande. En fait, on s'est dit, il y a de la matière qui va être de plus en plus rare et de plus en plus chère. Et à côté de ça, nous, on a des sacs, on vend des sacs à usage unique. Puisqu'en fait, les sacs, une fois qu'ils ont été remplis, ils arrivent chez l'utilisateur final, il le craque, c'est-à-dire il le vide, et ensuite, ça devient un déchet. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut récupérer ces déchets-là et qu'est-ce qu'on peut en faire si on peut les récupérer ? Donc, on a travaillé notamment en partenariat avec Adivalor sur la partie qu'est-ce qu'on peut récupérer. Et nous, au niveau du groupe Tisa, on s'est posé la question de savoir, une fois qu'on a récupéré, qu'est-ce qu'on peut en faire et quelle valeur on peut donner. Aujourd'hui, le Big Bag est l'exemple concret d'une innovation révolutionnaire dans le domaine du recyclage. Antoine Pinon nous explique comment ils ont travaillé. Différents vecteurs nous ont poussé, donc Tisa Textile en France, mais également sur notre site de Hongrie, à repenser la constitution de la toile, enfin de l'enveloppe externe de notre Big Bag, puisque c'est par là qu'on a commencé, puisqu'en fait on a dans nos Big Bags, on a une enveloppe externe qui est en polypropylène et une enveloppe interne qui est en polyéthylène. L'enveloppe externe, on la produit nous-mêmes sur notre site de la Hongrie et ensuite on l'utilise en France, on la transforme en France. Et ces vecteurs qui les ont poussés à aller vers plus d'innovation en matière de recyclage, ce sont les normes européennes, les coûts de production ou encore les attentes environnementales. Pas question donc de s'arrêter là pour Tisa Textile. Aujourd'hui, non seulement ils fabriquent, mais aussi ils recyclent. Nous, aujourd'hui, on achète au niveau du groupe Tisa de la granule polypropylène, également de la granule PE, et on fait nos propres liners polyéthylène et notre propre toile polypropylène. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a réinjecté dans cette matière vierge, puisqu'on travaillait que des matières vierges à l'époque, on a réinjecté d'abord nos propres déchets de production et ensuite on a récupéré des big bags usagés en provenance de nos différents clients et c'est cette matière-là en fait à laquelle on donne une deuxième vie aujourd'hui. Reste maintenant à sécuriser et à renforcer la production dans un contexte de pression généralisée sur les matières premières. L'équation, on le sait, n'est pas simple, mais Antoine Pinon a déjà une petite idée sur ce que sera le Big Bag de demain. Le sac demain regranulé, avec 30% de regrane par exemple, il faut retravailler le marketing pour que l'impression se voit bien, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a travaillé la base du sac et maintenant il faut qu'on avance sur donc l'enveloppe interne et sur l'acceptabilité, on va dire ça comme ça, de notre sac. Le directeur général de Tisa espère ainsi répondre aux attentes à la fois économiques et réglementaires de ses clients, des clients qui eux aussi recherchent de plus en plus des sacs éco-conçus. Merci Julien pour ce reportage qui nous éclaire sur le chemin parcouru et sur le chemin à parcourir en matière d'éco-conception. François Deltour, les industriels du secteur agricole vont-ils devoir revoir drastiquement leur mode de consommation à l'avenir ? Oui, l'évolution des comportements est au cœur de la transition écologique, on l'a bien vu. C'est un défi qui, plus que davantage au niveau des contraintes, est une affaire de conscience et de choix. Donc, bien sûr, tous les acteurs auront le choix. S'ils le souhaitent ne pas mettre en place tout de suite tous ces critères, c'est leur choix, mais ça va dans le sens de l'avenir.
Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer en 2023 ? À partir de juillet 2023, la mise en place est obligatoire de cette éco-modulation et les acteurs feront une déclaration en janvier 2024 sur le deuxième semestre avec en plus des volumes annuels pour la déclaration de l'éco-contribution. Il y aura tous les aspects qualitatifs avec ces 3 critères qui seront pris en compte pour le calcul de l'éco-modulation. Et comment vous allez les accompagner, vous, Sauvéa, ces professionnels du secteur agricole ? L'accompagnement, il est beaucoup plus large que la filière engrais, puisque la mise en place de l'éco-modulation se fait au niveau transversal pour l'ensemble des filières de l'agrofourniture, que ce soit pour les phytos, pour les engrais, pour les semences, pour les produits d'hygiène, mais aussi pour les plastiques agricoles. Donc toutes ces filières ont les mêmes critères et on a le même tempo de mise en place. Donc voilà comment nous allons accompagner l'ensemble des acteurs dans cette évolution importante de l'éco-modulation. Réduire à la source la consommation de plastique pour gagner donc sur tous les fronts économiques, environnementaux et réglementaires, c'est ça l'avenir et Sauvéa y travaille. Merci François Deltour, je rappelle que vous êtes directeur général de Sauvéa. Merci à tous. Et je reste à votre disposition si vous souhaitez d'autres explications complémentaires par rapport à ce podcast. N'hésitez pas à contacter Sauvéa directement. C'est noté et merci aussi à tous ceux qui ont participé à cet épisode. Pierre Delepinot, directeur général d'Adivalor, Antoine Pinon, directeur général de Tisa Textile, sans oublier notre journaliste Julien Bigon, en espérant que l'éco-modulation n'ait plus de secret pour vous.